Mesdames, Messieurs, peuple congolais, si nous passons notre temps à crier, à s'indigner que Sassou Nguesso égale dictateur, égale voleur, égale idiot, égale assassin, eh oui, nous perdons d'un côté notre temps et de l'autre côté, cela devient du fantasme. Donc on ne consulte pas, on ne résout pas des problèmes d'un pays, d'un peuple, et par des fantasmes. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la double peine des Congolais, comment l'expliquer et la justifier d'ailleurs? Et pourquoi faire? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la double peine. Je vais la placer sur deux échelles. D'abord à l'échelle nationale, puis à l'échelle extérieure, c'est-à-dire au niveau des diasporas congolaises d'Afrique, d'Asie, des Amériques, d'Europe, d'Occident et surtout de la France. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. À l'échelle nationale, que constatons-nous? Les Congolais sont désormais traités, oui, ils sont vraiment traités comme des esclaves de Sassou et d'Nguesso. Ça, c'est la première peine. La deuxième peine, c'est ce que nous constations toujours à l'échelle nationale. Les Congolais sont devenus comme des étrangers dans leur propre pays. D'un côté, le dictateur les traite comme des esclaves de sa tyrannie, et de l'autre, les Congolais sont devenus comme des étrangers chez eux. Il faut savoir que la plupart de ces étrangers sont là sur invitation du dictateur. Donc les Congolais deviennent d'un côté les esclaves du dictateur, eux aussi des étrangers qui sont installés au Congo-Brazzaville. C'est les deux doubles peines à l'échelle nationale qu'il faut le constater. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, à l'échelle extérieure, oui, au niveau d'abord des diasporas, oui, tout dépend des continents et des pays. Et aussi dans la situation que vous arriviez dans ces pays et compagnie. Donc, si je devais nourrir le débat de cette double peine à l'échelle africaine, vous connaissez l'Afrique. Les problèmes des droits de l'homme, des citoyennetés, oui, il y a des pays qui respectent, mais ils ne sont pas encore nombreux. Donc la première peine, oui, ça dépend de là où vous vous situez. Si vous êtes dans un pays France-Afrique ou francophone, vous aurez plus de problèmes en tant que Congolais que vous êtes dans les pays anglophones. Et oui, il faut savoir que, surtout dans le bloc francophone d'Afrique, quand on parle de Congolais, on se moque des Congolais. Parce qu'ils se sont dit, non, mais comment un pays aussi riche et que les Congolais se trouvent dans la merde comme ça, vous n'êtes même pas nombreux. Donc c'est le paradoxe. Mais le paradoxe, c'est que, bon, la situation congolaise, elle est aussi comparable à celle qui se passe dans la grande partie d'Afrique francophone, qui recouvre les 2 tiers des dictateurs du continent africain. La situation est comparable. Les dictateurs liberticides, antisociaux, et criminogènes et confiscatoires. Et même, on va même vers les dynasties. Donc, même les francophones ne se rendent même pas compte que nous sommes tous dans la même entonnoir de la France-Afrique, avec ces mauvais, et qu'on a placé là comme soi-disant président. Oui, en réalité, c'est des sous-traitants négriers. Même d'autres se sont transformés en pseudo-démocrates et autres, mais il s'agit bien sûr des gens qui ils sont là placés parce qu'ils correspondent à un cahier de charges et qui sont là, ils appliquent.
contre les intérêts de leur peuple et surtout de la dignité, de la respectabilité d'ailleurs interraciale à cette échelle. Mesdames, Messieurs, oui, la deuxième peine, oui, c'est la situation sociale. Voyez par exemple les cas des étudiants congolais en Afrique. Ils ont été humiliés alors que tout gouvernement doit investir dans cette ressource. Oui, la matière grise. Vous voyez par exemple au Sénégal, les étudiants congolais au Sénégal. Voilà, même en Afrique, on se moque. Bon, même là en Afrique francophone, on devait se dire non, mais malgré la souffrance, il faut faire attention parce que ces gens que vous voyez là, l'un d'eux dans 10, 20 ans pourra être là, oui, président du Congo ou mais parmi tout ce monde qui sont dans l'Afrique francophone, ces étudiants qui sont dans la souffrance, c'est eux demain qui pourront être à la charge de ce Congo qui sera réformé. Et donc il faut faire attention. Et quand on voit la situation des Congolais, des étudiants congolais au Cameroun, au Gabon, au Sénégal, on parle aussi de la Tunisie, n'oublions pas le Maroc et compagnie. Donc, les Congolais humiliés, souillés. Et voilà, nous avons deux peines à cette échelle. On pourra aller en détail à cette échelle. Il y a encore bien d'autres soucis encore plus graves de cette double peine à l'échelle africaine. Mais par contre, ceux qui sont dans les pays anglophones, bon, je n'ai pas constaté beaucoup de soucis, mais au niveau des bourses, toujours, oui, c'est vrai, il y a des soucis, puisque la situation du Congo, du pays, est catastrophique. À cause de cette gestion mal-gouvernance et autres de cette France-Afrique qui ne cesse de tirer vers le bas ces pays d'Afrique francophone. Mesdames, Messieurs, dans l'Afrique anglophone, oui, bon, en Afrique du Sud, je n'ai pas encore beaucoup d'informations. Bon, d'autres pays africains, mais il me semble que la plupart des Congolais, pour les barrières des langues, allaient plutôt faire des études, majoritairement dans les pays francophones, d'Afrique de l'Ouest. On voit la situation. Bon, on n'a pas constaté des cas de violence physique contre les étudiants congolais. On est en Afrique du Sud, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, au Sénégal et autres, étant donné que aussi beaucoup d'Ouest africains sont au Congo. Donc, vite aussi d'éviter des cas d'ostracisme et des xénophobie après la suite de Sassou Nguesso. Donc ça, ils doivent prendre un peu en conscience parce que déjà en 1978, Yombi Opango avait expulsé tous les Ouest africains du Congo-Brazzaville. Vous savez, l'opération Mbata Yamakolo de 2014 contre nos frères zaïrois en face. Donc tout est possible. Donc il faut prendre ces problèmes des conséquences de Sassou Nguesso à l'échelle africaine avec un peu de philosophie. Parce que ce monsieur, les réseaux sont périphériques. Donc la haine, les rancœurs et même l'indignation est totale. C'est-à-dire il y a des gens en Occident ailleurs qui se disent mais pourquoi nous sommes arrivés à cette situation? Donc prenez ces étudiants, malgré leur souffrance. Ils n'ont pas cherché ça. Donc c'est une ressource congolaise, des matières grises, c'est une ressource africaine aussi. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Ben oui, vous savez qu'en Afrique, notamment en Afrique francophone, est-ce que vous allez critiquer Sassou Nguesso au Bénin, sans que vous ayez des embrouilles? Vous allez critiquer Sassou Nguesso en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, au Tchad, au Cameroun, au Gabon? Je ne doute pas, non. Donc vous aurez des mots. Pourquoi? Parce que le syndicat des dictateurs l'oblige. C'est une écurie des individus qui ont été placés là pour répondre le cahier de charge pour la conservation du pouvoir, de leur tyrannie, leurs privilèges et autres au détriment de leur peuple. Donc il ne peut pas permettre que un monsieur qui vient critiquer Denis Sassou Nguesso dans un pays comme, oui, on le voit petit à petit en Afrique du Sud, mais dans tous les continents. Donc on voit bien que ces Africains qui pouvaient se révolter, ils sont obligés de se révolter pour leurs droits sociaux, c'est-à-dire les bourses et autres, mais les autres sont enterrés comme des rats, ils ne doivent plus parler. Parce qu'ils savent que tout est... C'est des réseaux entre eux. Donc, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris. En Asie et en Océanie, bon, je n'ai pas beaucoup d'informations, mais nous sommes déjà en Inde.
le noir est considéré comme, l'Africain est considéré comme le pestiféré. Le chank ne touche pas une femme indienne ou en Asie, on regarde comme le... Voilà, donc on n'est pas respecté. Même l'étudiant doit rester dans les campus ou se balader comme ça, et autres en Asie, en Chine et autres. Bon, on n'est pas respecté. Parce que déjà, la matière qui nourrit cette irrespectabilité, c'est tout justement ces dictateurs. Parce que la Chine, regardez, la Chine, je suis arrivé ici en France au début des 1992, les Chinois, on voit ici à Paris et autres, c'était pas respecté. Dès que la Chine a commencé à monter en puissance à partir de 2000, les années 2000, 2002, 2005, mais on voit, on respecte, c'est bien, voilà. Donc les premiers c'était les Japonais, maintenant autres. Bon, bref. Donc, c'est une foi de respectabilité. Tant que l'Afrique noire ne sera pas debout, en termes des libertés fondamentales, des droits et du but même de la condition humaine, et de tout ce qui monte aux yeux de la conscience mondiale. Et que, bon, ben, c'est des gens responsables, des gens qui comprennent les intérêts de leur peuple, et c'est des gens qui peuvent avancer le monde. Et à ce moment-là, ils ne se laissent pas avoir par des puissances qui viennent édicter leur cerveau et qui les placent là pour détruire leur propre peuple. Mais la contre-réaction est là, parce que ça se voit que non, ce n'est pas des gens bien. L'Africain, c'est, oui, en Asie, ils viennent pour les diplomaties, étudiants en diplomatie, mais le reste, on ne doit pas toucher. On n'est pas respecté. Ce n'est pas que les Congolais, c'est là-bas. Donc la double, on parle même des triples, des quadruples, des peines là-bas. Donc il faut faire attention. Donc, par contre, en Europe, dans les Amériques et en Occident, bon, il faut le dire que nous sommes déjà, par exemple, ce qui concerne les Amériques du Nord, l'Amérique du Nord et l'Europe occidentale, bon, il y a les droits de la liberté d'expression, d'association et autres. Ça, c'est connu. Ça, il n'y a pas de souci. Bien sûr, ils sont à un certain stade de la civilisation. Ce n'est pas le nôtre. On respecte les droits. Là, il faut les reconnaître. Mais le problème, c'est surtout la peine de l'immigration. Parce que ceux qui arrivent par des situations, parce que ce n'est pas provoqué, les Congolais n'immigraient pas. Ils ne pouvaient pas traverser à la nage. Je ne suis pas arrivé ici à la nage. On m'a donné un billet. J'ai fini ma fac de sciences à Brazzaville. Je suis allé enseigner au lycée. J'ai corrigé le bac 1991. Je l'ai corrigé parce que j'avais des classes de terminale. J'ai corrigé le bac là, 1991. Je suis rentré en France après. Et depuis nous, donc je ne suis pas venu à la nage. Mais il y a beaucoup qui arrivent à la nage. Parce que la situation devient de plus en plus insupportable pour un pays qui est le quatrième pays producteur du pétrole, troisième des bois précieux, on parle des minéraux, de tout ça, pour une population seulement de 4-5 millions d'habitants. Une superficie équivalente à celle du Japon et de la Côte d'Ivoire. Un pays où 90% de la population est de la merde. Un pays surendetté jusqu'à 120% du produit intérieur brut et qui cherche à commander l'argent chez le FMI. Et sachant que les dignitaires, le régime et tout ça, ils ont un magot caché dans les paradis fiscaux, les biens immobiliers, les valeurs mobilières et compagnie, les biens mal acquis et compagnie, on parle de plus de 15 milliards de dollars américains. Donc c'est un problème. On revient toujours à cette respectabilité interraciale. Montre voilà quel est le noir. Mesdames, Messieurs, en Europe, d'abord la première panne, c'est l'immigration. Donc vous voyez que nous sommes humiliés, on parle ici, bah, même si à l'échelle française, on en parle moins en moins des immigrés francophones. On parle plutôt anglophone. Alors que le monde anglophone regroupe moins d'éducateurs. Et c'est le monde le plus dynamique d'Afrique, d'ailleurs, en tenant compte des anthropologies endogènes. Mais en ce qui concerne l'Afrique francophone, c'est là où on regroupe tous les éducateurs du continent. C'est le déclassement est total. C'est là où vous voyez, par exemple, le cas du bassin du Congo, ou le bassin le plus riche du Congo, d'Afrique, où plus de 90% sont des pays francophones, France-Afrique, tous sont tous des dictatures et qui cherchent même à transmettre ces dictatures au sein des familles parce qu'on a trouvé des lignées génétiques qui sont là comme des négriers et autres, c'est des castings qui ont bien choisi avec des anthropologues, des généticiens, des ethnologues et des spécialistes de ces comportements humains à l'échelle de la race noire, à cette échelle du bassin du Congo, c'est-à-dire à l'échelle des Bantous. Donc on a trouvé des lignées qui sont là, des servitudes à la domination. Mesdames, Messieurs, ben oui, la deuxième
peine, oui, c'est que les activistes, résistants et autres, je prends le cas de la France, bien sûr que c'est la liberté d'expression, mais le problème c'est que Sassou c'est égal, quand on parle du dictateur Sassou Nguesso, c'est la France-Afrique. Donc il ne faut pas voir à ce qui est visible, non, ce qui est visible en quatre mois, mais en réalité, il y a il y a des centaines, des intelligents qui travaillent pour informer le régime sur tout ce qui se passe sur la place de Paris. Au niveau de la contestation, de la résistance de ces gens-là, ils savent. Et ils ont des agendas, comment les neutraliser, comment faire. Ils savent. Nous sommes en danger individuellement et collectivement en tant qu'activistes. Luttons contre cette dictature qui est protégée par la France. Donc il faut mesurer parfois vos réactions ici en France parce que la France ne peut pas être au four au moulin. Oui, bah bien sûr. Donc on choisit. Donc c'est Sassou, pour l'instant, contre le peuple. Donc, mais la situation aujourd'hui, chaque fois qu'il y a changement là-bas, la majorité des gens qui prennent les contrôles du Congo viennent de la France. Mais pour combien de temps encore? Puisque l'inversion de ce qui va se passer peut-être la suite, ce sera une inversion vers le monde anglophone. Donc la France est en train de... Et même au niveau de la diaspora congolaise de France, il y a une méfiance et une défiance générale. Les gens trouvent qu'après, ça sont sur tous les postes stratégiques, que ce soit la défense, l'économie, et tout sera en main des anglophones, pour trouver un peu cette dynamique et cette mentalité. Parce que nous, francophones, on a échoué. La France, on est là, on tourne en rond, on va manifester, ça devient comme un marché, mais rien du tout. Mais ça devient des pièges à flicage, des pièges à tout ce que vous connaissez. Donc, ça, il faut alerter. Parce que moi, je suis d'abord un intellectuel. Un intellectuel, c'est un lettré dégagé, libre et dégagé, qui fait part de ses analyses, de ses points de vue, sur des problématiques plus ou moins partagées. Mais je vous ai toujours dit qu'au cœur des enjeux ou de ces problématiques, je garde toujours en moi ma liberté de conscience. C'est-à-dire, quel que soit racial ou autre. Mais quand je sais qu'il y a quelque chose qui se passe bien pour la France, je le fais. Qu'il y a bien pour le Congo, oui. Pour le monde, oui. Donc, moi, vous verrez toujours dans cet état d'esprit. Donc, pour la situation du Congo, il faut le dire qu'il y a les activistes congolais qui luttent contre Sassou Nguesso sont dans un terrain miné qui s'appelle la France. Parce que soutiennent son sous-préfet. Donc ça, il faut prendre ça dans votre cahier de charge de la lutte. Que vous n'êtes pas, soi-disant, liberté. Oui, il y a des règles, il y a des lois, il y a tout ce qui est en Occident, européen et surtout en France. La liberté d'expression et d'association est respectée. Ça, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas que la liberté, parce qu'il y a des enjeux économiques, géopolitiques et autres derrière ça. Et parfois, ça dépasse même. Oui, d'où ces réseaux en 4 minutes qui livrent des informations, comprendre comment fonctionne la résistance sur la place de Paris, comment faire ça. Parce que Paris est resté quand même, a toujours resté, je vous l'ai dit, la première plateforme de la résistance contre la dictature. Mais le paradoxe, c'est que c'est aussi ce même pays qui soutient ces dictateurs. Donc, nous, on se retrouve un peu, vous voyez. Donc, c'est un peu compliqué. Mesdames, Messieurs, bon, ils vont même plus loin jusqu'à neutraliser certaines personnes en termes de nuisances sociales et autres. Ils ont tous les moyens. C'est un pays. La France, c'est une puissance. Donc, c'est ce qui peut utiliser ceux qui sont plus dangereux et pour ses intérêts contre ce monsieur-là et autres. Donc, ils font. Donc, vous voyez déjà ça. Mais c'est une étape, c'est un temps. Et c'est la France que j'ai toujours dit que la France doit se prendre ça en conscience parce que s'il ne prend pas conscience de jeter ce monsieur-là maintenant, qu'il est en train de le maintenir, donc la suite peut être brutale parce que là-bas, les gens ont tout perdu. Le Congo n'a plus rien à perdre. Je vous l'ai dit, par exemple, au niveau diplomatique, ça se tombe dans les conditions, on ne sait pas. Il n'y a pas d'ambassadeur du Congo, Brazzaville, en France. Vous pouvez envoyer votre ambassadeur de diplomatie, non. Vous allez voir déjà qu'il y a quelque chose qui se passe. On peut citer plein d'exemples. Vous n'êtes pas le seul au monde, la France. Nous sommes dans un monde interdépendant. Nous avons une histoire commune. Nous avons beaucoup de choses à faire. Mais les gens ont compris. Et si les gens vont se regrouper vers d'autres puissances, comme c'était au temps de la guerre froide, pourquoi certains pays africains sont allés à l'Union soviétique, alors que dans leur conscience, ce n'était pas des soviétiques ou des communistes. C'était dans le sens de cette géopolitique. Et aujourd'hui, bon, les gens se dirigent. Je dis non, demain, pourquoi pas chercher d'autres puissances qui sont là, ils vont nous protéger et continuer à faire, puisque ça sera comme ça. Le Rwanda l'a fait. Vous voyez les dynamiques. Mais si, demain,
sachant dans toute la sous-région. La France pourra perdre gros. Et la France, on se dirige là, je vous ai toujours dit que le bateau France-Afrique tangue. Il risque de se chavirer. Parce que ce qui se passe en coulisses pour maintenir Sassou Nguesso, avec chaque fois que on cherche ce truc, il y a toujours un faucon, un Français qui sort comme ça pour soutenir Sassou. Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. On sort là. Il y a M. Pompon qui est là-bas, Sassou. Après, on sort là. Toujours les Français. Donc, on se demande qu'il y a un souci. Donc, c'est à eux de prendre les responsabilités. Mesdames, Messieurs, je voulais dire que qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est ça. C'était comment expliquer, oui, comment expliquer, justifier d'ailleurs les doubles peines constatées ou précitées. Je vous informe que le dictateur Denis Sassou Nguesso n'est ni le bouc émissaire de nos peines. Je répète, le dictateur Denis Sassou Nguesso n'est ni le bouc émissaire de nos peines. Il est d'ailleurs ni la solution à nos problèmes qu'il a lui-même créés. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le problème de nos peines, c'est nous-mêmes. Nous, en tant que peuple, nous, au niveau civil, politique et militaire. Mesdames, Messieurs, moi, si vous êtes humain comme moi, comme tant d'autres et d'autres peuples, je ne vois pas quelqu'un, oui, je ne peux pas voir quelqu'un qui peut venir foutre le bazar chez vous, dans votre maison ou dans votre famille. Oui, il fout une fois, la première fois le bazar chez vous, après la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, la neuvième, la 10e fois. Oui. Et s'il le fait de manière presque dans l'impunité totale, donc on doit se poser des questions. Quelqu'un qui vient foutre le bazar dans votre famille, chez vous ou autre. Donc on doit se poser des questions. Donc la première se dit, est-ce que je suis un lâche? Est-ce que je suis un imbécile heureux? Est-ce qu'on n'est pas courageux? Donc la famille et tout le monde, on se demande, quelqu'un qui vient foutre le bazar chez vous. Chaque fois. À ce moment, on se demande, alors, est-ce que dans notre famille, on est des lâches? Est-ce qu'on est des imbéciles heureux? Est-ce qu'on n'est pas courageux? On est d'accord? Ça, c'est le questionnement. Bon, il n'y a pas mis solution à ce problème posé. La première solution, c'est le raisonnement. Il faut parce que nous sommes humains. Donc, on a mes consciences, raisonner cet individu, s'il a une âme et une conscience, que ce que vous faites là, c'est pas bien. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter. Parce que ce que vous faites là, en tant qu'humain, on a une conscience, on a aussi des valeurs, hein? La valeur morale, comme la valeur entre le bien et le mal. Il y a des choses qui se sont dit, non, c'est pas possible, on ne peut pas faire ça. Ça ne devient pas bien. Et surtout pour un monsieur qui est chef d'État, on dit non, on peut lui donner notre respectabilité. Et il faut voir que la suite, les générations et autres, il ne faut pas tout détruire notre génération africaine et notre pays comme ça. Raisonnez-le. On l'a raisonné. Non, il récidive. Il récidive. Et donc ça continue. Donc ça devient un problème. Donc il faut passer à la deuxième solution, c'est-à-dire on va vers le droit. Pour appliquer les droits. Mais les droits, comme on l'a vu par exemple au Brésil,
il y a eu une destitution d'une présidente. On a vu aussi la destitution, oui, la présidente, là, la femme, là, oui, au Brésil. Mais on a vu aussi en Corée du Sud, quand il y a l'affaire, on a voulu faire les magouilles et autres, bon, même pas grand-chose par rapport à ce qui s'est fait chez nous. Et les jeunes sont restés dans la rue pendant 6 mois, dans le froid, entre novembre 2016 à février ou mars 2017. Après, elle a été destituée et elle est aujourd'hui en prison. Elle va passer 24 ans en prison. Ça, c'est le droit. Mais chez nous, il n'y a pas le droit. On n'est plus au stade de l'humanité. Le droit applicable est la loi du plus fort, c'est-à-dire on est au stade de la sélection naturelle. La loi du plus fort, du domino sur le dominé, du prédateur sur la proie. On est au cœur de la dynamique des espèces, ou plutôt de la sélection naturelle. Bien sûr que cette iocratie résiste à l'idée même de l'évolution, sinon ça se serait. Donc on ne peut pas appliquer le droit et quand les gens ont des comportements purement comparables à la sélection naturelle, c'est-à-dire la loi du plus fort et autres, la barbarie, la sauvagerie. Non, c'est pas possible. Donc cette solution, c'est pas possible. Vous n'allez pas raisonner un animal. On peut les raisonner, on peut les dompter autres, mais il y a des moments, quand il y a des bêtes, parfois, tu peux raisonner que ce que tu fais du mal autre, tu ne peux pas les raisonner si tu ne l'as pas dompté ou que tu ne l'as pas vraiment conditionné. Mais là, ce n'est pas quelqu'un qui est conditionné. Ils sont programmés, ils sont prédisposés à la sélection naturelle, c'est-à-dire à la loi du plus fort. Donc le droit n'est plus applicable à cette échelle. Mesdames, Messieurs, oui, la troisième solution, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, on s'est dit, bon ben, ils ne sont pas raisonnables, le droit humain n'est pas applicable, donc on revient comme eux. Comme on dit toujours que dans la nature, si vous laissez les gens, il n'y a plus de droit de la nature, les gens reviennent toujours à l'instinct animal. On revient toujours à l'instinct animal, parce qu'on va avoir la société, et ce n'est pas applicable. Le raisonnement, c'est humain. Je doute, donc je pense. Si je pense, donc je suis. Je suis humain, le cogito. Le raisonnement, la pensée. Les animaux ne réfléchissent pas parce que c'est l'animal, l'instinct commande. L'animal obéit. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. Donc on ne peut parler d'humain que pour un être qui s'est affranchi du déterminisme naturel. C'est-à-dire qu'il respecte le droit des sociétés et des civilisations. Donc il est au cœur des droits et devoirs envers l'humanité et la société. Mais là, qu'est-ce que rien du tout. Donc on revient comme eux. Donc, à ce niveau, comme on dit, dans cette situation, le monsieur fout le bazar chez vous, dans la famille, autre. Donc, c'est recours. On s'est dit, comme on voit les buffles, quand ils sont attaqués par les lions, les lionnes, et qu'est-ce qu'ils se font? Ils se frottent les pattes arrière, après ils se motivent, après ils viennent charger. Souvent, il y a la casse des deux côtés. Bon, donc, nous sommes en face d'un individu, un récidiviste, et qui fout le bazar. Et donc à ce moment-là, vous vous dites non, mais écoutez, on appelle les gros bras de la famille, tout le monde venait, il est là. Hein, qu'est-ce qu'il fait? Il est où là? Il arrive là-bas, tiens, il arrive, oh, il vient pour le foutre le bazar. Allez, on le prend en charge, on les neutralise. Parce que ce n'est pas un seul individu qui va détruire toute une famille. Je parle ici, en parlant de famille, c'est-à-dire la famille congolaise, le clan congolais. Ce n'est pas un seul individu qui est mortel comme nous et qui va foutre les bazars pour. Donc il y a un problème. Donc la solution est là. Donc on vous donne des trucs pratiques pour comprendre ces enjeux-là. Oui. Donc nous, au niveau politique et militaire, c'est ça la responsabilité. C'est dire non, on a un souci avec Sassou Nguesso, nous avons une armée, nous avons tout. Regroupons-nous, on prend le contrôle. Sassou Nguesso, c'est du caviar ici pour la génétique occidentale et autres. C'est zéro Sassou. Sassou, c'est rien à partir. Mais pourquoi? Parce que c'est nous qui l'alimentons, qui nourrissons. C'est nous qui nourrissons son régime. À cause d'une lâcheté
ou quoi, nous sommes des imbéciles heureux ou des courageux. Donc, je vous l'ai dit que dans les situations, quand surtout quelqu'un qui vient foutre les bazars chez vous, et donc vous l'avez raisonné, il ne peut pas, vous l'avez appliqué les droits, il ne peut pas, vous êtes passé à la solution de la violence. Parce que la violence apporte la violence. Et donc, il est neutralisé. Parce que vous êtes nombreux par rapport à ces bras. Moi, je vous dis, par exemple, moi, j'ai eu un cas en 1982. Un monsieur qui voulait, au village, hein, à 22 km de Makwa, en allant vers la Montbéliard, on traversait la Nicolas Mosaka, chez moi. Il y avait un monsieur qui avait sa femme, l'avait refusé. Lui, il venait tout sur un autre village là, au Tala, et il quittait Mvoula là-bas, à 25 ou 25 km, en mobilette. Il venait seulement taper sa femme pour qu'il répare dans le couple. Donc, à un moment donné, c'est ça. Bon. Donc, non, mais ça, il est venu une fois, il a tapé. Même moi, j'étais là parce que c'était quelque part une tante paternelle. Hein, voilà. Donc, moi, j'étais un peu. Voilà. Donc, chaque fois, il venait et les autres étaient là. Bon. Donc, le monsieur était violent. Oui. Et il a eu un morceau. Il a eu un voilà. Donc, le vieux Ikango, qui était déjà sorti de. Il a fait l'armée française. Dès l'indépendance du Congo, il a quitté l'armée française, il est rentré directement au village pour aller faire les champs de cacao et tout ça là. Donc il a quitté l'armée. Mais c'était dur. C'était un dur. Et donc le monsieur qui venait, qui savait bien que dès qu'il a perçu, déjà la première fois qu'on s'est vu à côté, il me l'a dit. Au moment qu'il montait, non, je vais voir ma femme. Et le gars a dit, il a regardé comme ça, il m'a même dit avant. Et quand le monsieur a fui après, il a dit, le jour-là, je voulais le casser la gueule, même le briser, même son cou, qu'il meure là sur place, avec sa méthode. Mais il a eu une chance. Et le jour-là, il est parti d'abord là-bas. Et au moment qu'il revient, allez, ça va, ça a été, oui. Alors qu'il est venu, il a tapé la femme, il revenait, maintenant il a rencontré le vieux Kango en chemin. Il faisait toujours là où les gens allaient partir faire la femme était toujours là parce qu'elle était traumatisée, elle restait parfois à la maison et au village. Et donc, il venait, il savait que la plupart des groupes étaient partis faire la pêche, les champs et autres. Il venait à tout, je ne sais pas comment il faisait, comment il trouvait, il avait peut-être des informateurs, je ne sais pas. Et il a tapé la femme, il repartait. Au moment où il passe là, ah bonjour, ça va, il est parti. Le vieux Kango arrive au village, tout le monde arrive. Oui, il a vraiment tapé la femme. Il avait vraiment des bleus partout et autres. D'accord. Il est parti. La deuxième fois, quand il est parti, il est arrivé là-bas, on a mis un système d'information. Dans l'autre village, non. Donc, quand on l'a vu venir là-bas, tout le monde était informé qu'il arrive. Et dès qu'il arrivait, avant de dire, la première des choses, donc il est arrivé comme ça, et il a vu le vieux Kango de l'autre côté. Il a eu ses réflexes. Il a eu ce réflexe. C'était un réflexe qui a sauvé sa peau. Dès qu'il est parti, il a vu le vieux Kango, l'a mis dans mon moto, et il ne savait pas, mais le vieux Kango est venu, il est parti là-bas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait, parce que sa maison était à 20 mètres en face de là où il venait taper la femme. Le gars a su que voilà. Et donc, quand le monsieur là a vu le vieux Kango, il a commencé à pédaler, à faire sa moto pour partir en vitesse. Le vieux est sorti là, quand il voulait partir là-bas, mais il a vu que le gars prenait la moto et aussitôt, au moment de faire la moto, parce qu'il faut monter dessus comme ça, pédaler comme ça pour que ça prend, les gars sont venus, il a voulu tourner comme ça, les gars a fait un geste, je ne sais pas quoi, il est tombé, coup de tête, bam, il a crasé tout. Les gars partaient et c'était terminé. La goutte de récré, c'est terminé. Donc, dans des situations, dans des violences, et c'est comme ça. Donc, ça arrive. Nous étions là. C'est un militaire. Ce n'est pas l'armée d'aujourd'hui. Une armée de pacotiers. Un militaire, il doit être un militaire. Il doit respecter les fondamentaux des armées, défendre le peuple et la nation. Nous étions suivis en 2013 à Kimongo par l'Angola. Et là, c'est ce qu'ils sont en train de faire comme là. Qu'est-ce que c'est encore l'armée? Est-ce que vous allez demain toucher votre retraite ou toucher des pécules du État congolais alors que vous êtes militaire? Non, ce n'est pas possible. C'est un problème de conscience. J'ai parlé même à des ministres
et aussi ministre de l'économie et des finances, et pendant la période de transition, j'ai parlé d'autres personnalités de la résistance qui sont en train de penser dans la résistance des problèmes de défense du pays national. Mais demain, ces problèmes des militaires vont être posés. Vous n'avez pas venu prendre votre pécule ou retraite parce que vous n'avez pas changé dans une période donnée. 2015 à nos jours, jusqu'à la suite des Sassou, si vous ne prenez pas votre responsabilité, ça sera des campagnes de communication au niveau d'opinion, que voilà les fondamentaux d'une armée. Sassou ont de faire le bazar dans notre pays. Et comme le monsieur là-bas a pris ses responsabilités dans un village, les cas comme ça, on en existait beaucoup. Ça a été jeté depuis la nuit des temps. Ce n'est pas qu'il y a un problème là. Dans tout le pays, dans toute l'Afrique, et partout, il y a un moment dans les familles, on dit non, on prend les pauvres en charge. Le monsieur là, Sassou est tout seul. Il y a combien? 5000 personnes qui travaillent avec lui. Combien? Sur 4 millions d'habitants. N'oublions les armées, même s'il y a des mercenaires et autres, les renseignements, France et autres, tous les deux. Ça ne veut rien dire. Vous prenez le contrôle des Brazzaville, Sassou est fini. Et des Pointe-Noires. Donc arrêtez de vous plaindre. Parce que demain, c'est votre responsabilité militaire. Sassou a tout massacré le peuple avec cette armée, en utilisant les bannières de l'armée. Et si l'armée ne prend pas les mesures, donc on a eu des situations où les gens gros bras et disent non, ah tiens, il vient nous faire comme ça. Ah oui? Ah, ma fille, appelle ton copain, appelle ceci. Ah ouais, viens. Il va arriver comme ça, boum. C'est comme ça, il y a des moments dans la vie, il faut utiliser la violence. La violence apporte la violence. Donc nous rentrons dans une situation de violence. Mesdames, messieurs, peuple congolais, vous savez que dans la vie, dans la culture et les sociétés, voire des civilisations, oui, quand je parle de la double peine, et pourquoi faire dans les cultures, sociétés et les civilisations, on a toujours cherché, on parle de classement, de rang, c'est-à-dire toujours comparer. On parle de première de la classe, au premier rang, deuxième rang, et tel niveau, et parce qu'il y a des comparaisons. Mais nous, quand on voit, par exemple, depuis ce qui s'est passé dans le monde, entre 2014 à 2018 aujourd'hui, et comparé à notre pays, on s'est dit qu'on a un problème. Par exemple, ce qui s'est passé, je vous ai dit, au Brésil, la destitution de la présidente, en Corée du Sud, on a vu ce qui s'est passé au Burkina Faso, on a vu et tout ce qui va se passer encore là. On a vu au Zimbabwe, on a vu partout. Mais non, tant au niveau civil, politique et militaire, il y a un problème. C'est comme si nous avions renoncé aux droits et devoirs de l'humanité. Donc on devient des esclaves. Parce que celui qui renonce à ses droits et devoirs envers l'humanité n'est plus traité comme humain. Il est traité comme esclave. Donc celui qui commande l'esclave n'a ni droit ni devoir envers l'esclave. Et il ne peut d'ailleurs ni dédommager l'esclave. Parce qu'il n'y a aucun droit pour l'esclave. C'est le cas du Congo-Brazzaville. Quand on voit la situation des fonctionnaires, la situation générale de la justice, de la sécurité, des soins, de l'alimentation, de l'éducation, et même des militaires humiliés. Non, ce n'est pas possible. Un seul individu? Non, ce n'est pas possible. Donc, soit vous êtes des lâches, vous êtes des imbéciles heureux, ou vous n'êtes pas courageux. C'est tout, ça devient un problème. Et pourquoi? Parce que, quand on voit, par exemple, ici, vous avez vu, moi je suis arrivé ici en France, à moins de 30 ans. Hein. Je vous ai dit que j'ai enseigné là-bas, au lycée, et après je suis rentré ici en France, j'avais pas 30 ans. Mais j'ai vu, c'était chaud ici. On a vu les mouvements contre le racisme, on a vu des contestations, on a arrivé des bagarres dans la rue à Paris. Moi, je n'ai là, même s'ils m'ont mis dans les fiches de la police française et que j'ai eu à un moment donné utilisé la violence. Moi, j'ai toujours dit que j'étais en légitime défense. Donc, moi, je savais me battre, j'ai toujours su me battre. Donc, moi, j'étais jeune, j'ai aujourd'hui 50 ans. Mais bon, c'était l'adrénaline de la jeunesse. Mais je n'ai jamais fait du mal. Oui, il est arrivé des cas qu'on a eu, malheureusement. Bon, bref, moi, je me suis défendu. Moi, je ne peux pas me laisser faire. Donc, vous savez qu'il y a dans des comportements humains où on appelle ça ce qui est dans le sang. Le sang, on parle d'allèle. En génétique, on parle d'allèle, de gène. Parce que ces gènes ou ces l'allèle induisent des comportements, des caractères que nous sommes en société. Il y a des individus qui sont mous,
Il y a des gens qui sont courageux. Il y a d'autres intelligents. Et autres. Donc, c'est des gènes. Et c'est partie parfois des lignées génétiques. Et donc, c'est ce qui est dans l'ADN. Voilà. Et, par exemple, moi, je vois, par exemple, mon père, c'est quelqu'un qui ne s'est laissé jamais faire. Même si, quand il est mort, après, bon, je lui dis, il s'est laissé. C'était comme moi, je disais parfois, je dis, non, mon père va se battre encore. Ici, c'était vraiment, c'était chaud. Voilà. Donc c'est génétique. Donc, on ne se laisse pas faire. Mon père c'était comme on m'a dit, comme il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était comme moi. Quelqu'un de humble. Mais quand il arrive les pouvoirs de justice, et là, tu vois un autre personnage. Une autre personnalité. Et moi, je suis comme ça. Humble. Mais quand il arrive des problèmes, non, je ne peux pas tolérer ça. Même assez sacrifié. J'ai eu des coups bas ici. Je suis arrivé à l'hôpital pour ça. Donc, vous voyez déjà... donc, dans une population, quand vous avez une densité d'allèles ou de gènes qui sont soit des gènes de lâche attitude, d'indignité attitude, de manque de courage et autres, donc vous voyez les résultats. Donc il peut arriver dans des situations où les gens ont plus de génétique, la génétique. Par exemple, quand on voit à l'échelle du bassin du Congo, donc les Bantous, on dit que c'est des peuples de moutons parce qu'ils sont plus ou moins intelligents. Intelligents pas individuellement, c'est-à-dire au niveau de la collectivité. C'est-à-dire comment on peut structurer, s'organiser face à l'injustice et comparer tout ce qui arrive. On est des moutons. Comparé à des peuples de loups ou autres. Comme on a pu par exemple voir, c'est les Zoulous en Afrique du Sud pendant l'esclavage. J'ai pu par exemple voir le cas des manifestations à Brazzaville et à Kinshasa d'ailleurs, et comparé à ce que nous voyons ici en Occident. Le décalage est flagrant, donc au niveau de la génétique. Parce que, bon, à Brazzaville, les gens vont manifester pour Kinshasa, qu'on a vu que les policiers viennent les massacrer, la tapent comme des lapins, et qu'une contre-structure de type Black Nantes ou des contestations ici. Ici, les manifs sont là-bas, les gens se situent sur des opérations de guérilla. À Brazzaville, s'il y avait ça, des gens, c'est dans les gènes. Donc, si les gens pouvaient faire ça à Brazzaville, les guet-apens contre la police, les forces de nuisance sociaux, on met Brazzaville pour tenir dans le chaos total, ça sous-tombe. Mais pourquoi on ne peut pas? Parce que d'abord, on n'est pas un peuple, on est une mosaïque des tribus, chacun avec ses intérêts particuliers partisans. Il attend les ordres venant d'un monsieur soi-disant chef, autre, non, alors que la liberté, c'est d'abord soi-même. C'est pas moi, j'attends pas l'ordre de quelqu'un. Oui, les mouvements anarchistes sont nés de ce principe-là. Donc, on ne veut pas d'ordre. Quand l'ordre est juste et autre, non, ce n'est pas possible. L'ordre est indigne. Je vais répondre à quel ordre? De quelqu'un qui est indigne, qui n'est pas libre. Non, ce n'est pas moi. Je suis déjà libre. Pourquoi je vais répondre l'ordre de quelqu'un qui est indigne, il n'est pas libre? Ce n'est pas possible. C'est être en contradiction avec même son esprit. Donc, nous, à Brazzaville, les gens sont incapables de fabriquer un cocktail Molotov. Ils sont incapables de s'aimer des opérations de guérilla. Regarde ici en France. Quand on voit les manifestations, je ne vais pas vous les citer, pour ceux qui ont vécu ici en France, ils voient comment ça se passe. Depuis même 1968 à nos jours. Regardez ce qui s'est passé en Europe. Regardez ce qui se passe quand il y a des mouvements altermondialistes, des contre-sommets autres, organisés toujours par les Européens. Et vous voyez les contre-manifestations, les gens s'enchaînent. J'ai eu ici sur les manifs, sur les nucléaires, contre le nucléaire, on s'enchaîne, on nous attache, on le fait. Moi, je l'ai fait ça. On est attaché sur les voies avec le temps. On se bat, on se forme, on se structure, on fait des structures de guérilla. Donc, on peut, mais nous, on n'est pas capable. Les armées, déjà, ils sont des armées de moutons parce que c'est cette génétique qui est au sein de la population. Parce que les militaires qui sont là au sein de la population, c'est l'expression de cette densité de matière génétique qui est au sein de la population congolaise générale. C'est-à-dire, si vous avez une densité des lâches, des indignes et de tout ça, ça s'exprime dans l'armée. L'armée, ils ont des gros bras, ils ont des ceci, mais rien du tout. C'est des gens, il faut leur donner des ordres, mais individuellement, ils ne sont pas capables d'arracher leur liberté. Ou dire, non, mais moi, en tant que militaire, je me structure avec un corps d'armée, avec des amis, et autres, on n'a pas à dépendre de quelqu'un, on prend le contrôle de Brazzaville.
C'est possible. Mais là, que là, les armes sont à Brazzaville. Tous les hommes politiques, des dignités autres, à chacun a une milice à Brazzaville. Ils ont des milices, ils ont des armes, ils sont à Brazzaville là. À Pointe-Noire partout. Mais pourquoi ils ne sont pas s'organiser et autres? Donc c'est un problème. Donc, vous pouvez comparer ce qui se passe en là, parce qu'ici, la liberté est ancrée dans leur ADN. Et donc, ils anticipent toujours les phénomènes. Ils ne sont pas dans la soumission. Jamais. Ils ne se soumettront jamais. Ils n'accepteront jamais l'inacceptable. Ce n'est pas possible. On ne se laisse pas faire. On ne lâchera rien. Et c'est comme ça. Et ça, c'est depuis la nuit des temps. Mais nous, il faut que nous soyons devant un fait accompli et à ce moment, on commence à réagir. Mais c'est déjà total. Mais là, ce sont que sont en train de préparer pas à pas la succession de sa dynastie. Mais les gens sont en train de dire, ah oui, mais c'est pas vrai, c'est Zaïwa, etc. Mais non, attends, c'est du sérieux. En 2016, on voit que ça ne devait pas passer. En 2015, il a fait sa constitution la plus criminogène au monde. Et il est passé, la première dit qu'il est passé. Personne n'a rien, ni militaire autre, ils sont là. C'est la même génétique. 2016, c'est ce qu'il a fait. 2017, et on continue. On arrive à 2019, on parle maintenant de 2021. Parce qu'on est arrivé l'apogée de ce hold-up. Donc, 2019, c'est l'apogée. Après, on va commencer à parler, bon, mais on va vous conduire vers 2021. Mais 2021, c'est déjà préparé. Ils ont fait leur cours. Donc, dans une population haute, c'est le danger. Je vous dis pourquoi. Parce que la plupart des jeunes que nous sommes dans notre densité de population bantou, fait des gens qui sont que des jusseurs, des lâches, des indignes et compagnie. Ça se voit. Et donc, ça veut dire ce qu'on appelle des facteurs épigénétiques. Elles influencent sur les gènes. Les facteurs épigénétiques sont vraiment, c'est pas nous, le problème de Sassou, de ce qui fait sur nous, c'est pas un épiphénomène. C'est une anthropologie, il faut le comprendre. Et c'est d'ailleurs pour les anthropologues, ils comprennent que cette densité de matière bantou, c'est une race qu'on ne peut pas voir ailleurs dans l'Afrique. C'est spécial, c'est-à-dire c'est des peureux, c'est des indices, c'est des lâches, tous civils et militaires, parce que c'est la même densité génétique. Donc, les facteurs épigénétiques induisent influencent les gènes. Et les gènes induisent sur les comportements que nous sommes. Et il y a l'expression des gènes induisent les hormones, tout ce que nous connaissions, je ne veux pas rentrer en contact parce qu'en dehors des gènes, les gènes s'expliquent par des caractères. Les caractères là c'est la production des hormones et autres qui nous fait comme ça l'adrénaline, la testostérone, et tout ça c'est produit à cause de l'expression des gènes. Quand il y a des perturbations au niveau génétique, les malformations, ça peut déterminer les maladies génétiques et les comportements. Voilà, donc on en parle. Donc tout ça, c'est résumé. Nous avons des gènes dans le sang et ces gènes-là, ils sont influencés par des facteurs épigénétiques. Et ces facteurs épigénétiques, il faut le bien dire, il y en a plein. Par exemple, les facteurs sociaux, les facteurs sociopolitiques, les facteurs culturels. Culturels, par exemple, il y a des cultures et que, en termes de transmission des valeurs, il y a des cultures qui transmettent de manière intergénérationnelle des valeurs de liberté, de dignité, de courage, de discipline, de savoir-faire, d'être carré, ne pas pleurer, mais d'agir. Si vous êtes dans une situation, tu ne vas pas pleurer. Tu dois réfléchir et à ce moment, tu trouves la solution. Même si tu es seul devant l'individu qui t'a fait du mal, tu peux dire non, je n'ai pas besoin de renfort, je me suis tué, je sais qu'à quel moment je peux les neutraliser. Et c'est comme ça, c'est inscrit dans cette... Par exemple, c'est les Arabes, on en parle d'aide, de l'honneur, de respect. Et c'est pourquoi ils sont aussi habilités à, quelque part, mais il reste toujours les gènes. C'est-à-dire, quand tu arrives à un problème avec un Arabe, tu le suis, tu es lâche, autre, mais c'est lâcheté. Si tu insultes un Arabe que tu es lâche, alors là, c'est la pire des jeux. Mais nous, en Afrique noire, indigne, c'est l'Arabe ou le blanc, non, c'est pas possible. Il agit. Mais nous sommes là. Donc, c'est ces gènes qui sont influencés par ces facteurs. Tout dépend de l'éducation. Donc, on revient à la problématique éducation. Transmission des valeurs de liberté, de dignité, de courage, du sens de l'honneur, de respect, autres, on ne lâche pas. Donc si vous apportez ça, ça se passe souvent ici en Occident, c'est depuis l'école primaire, jusqu'au collège, université, autres. On fait des débats, université, philosophie, on crée des livres, mais on sert des familles, on éduque, on donne les formations à l'individu pour qu'il soit libre et digne. Bon, il y a des gens, nous on parle, par le cas de Gérard Mokoko, c'est quelqu'un de digne, il ne se laisse pas faire. C'est nous, c'est des rares gens. Il devient un symbole.
ça devient une icône. Donc, on ne tue pas une icône. Une icône est toujours éternelle. Donc, nous avons maintenant l'icône Général Mokoko, que nous devons protéger contre ces mauvais, contre ces lâches, contre ces... Les Polé Makaya, pareil. C'est des icônes. C'est des... S'il sort vivant, il ne pourra pas trahir ce qu'il a subi. Non, c'est des gens de bas qui sont là, qui vont traiter les problèmes de Sassou, c'est-à-dire au terme des règlements de comptes, des contentieux historiques, mais de ça, parce qu'il est venu trouver quand même ce pays. Donc, d'où les journaux, on voit les lettres des rappels pour leur montrer que lâcher, passer le pays, c'est éternel, le peuple sont éternel. On ne sait pas les densités des gens qui sont la haine, là, ça va surprendre. Quand ils vont prendre le contrôle de ce pays sur tous les plans, des administrations, des pouvoirs, et tout ça. Mais ça va être dur pour les Sassou et les Nguesso, pour de nombreuses années. Je vous dis sincèrement, on peut trouver des circonstances atténuantes par rapport à tout ça. Mais ce n'est pas les gens qui réfléchissent comme nous. Il faut zapper ça. Ils ne sont plus là. Donc, vous devez vous affranchir par rapport à toutes ces informations, éducation et société que je viens de vous livrer pour que vous puissiez prendre en conscience que vous devez être en votre âme et conscience, avoir l'esprit de la liberté, de la dignité, du courage. Et structurez-vous. Vous pouvez faire le monde. Ça ne dépend pas de plusieurs personnes. Je parle là aux armées congolaises. Que vous voyez ce que je viens de dire là. Vous devez retenir ça comme la leçon. Et à ce moment, nous pourrons aller plus loin parce qu'il y aura d'autres informations que je pourrai aller plus au détail sur cette problématique. Parce que Sassou Nguesso, leur monde n'est tourné que vers l'achat des consciences, la corruption, les assassinats, les empoisonnements. Bon. Ils sont les carnations du mal, oui. Leur monde n'est tourné que vers l'enfer, oui. Mais ils pourront aussi avoir l'enfer. Mais elle pourra durer longtemps s'ils ne prennent pas conscience de ce qu'ils font le mal aux autres. Comme disait Mandela, ne faites jamais à autrui ce que vous ne voulez pas qu'on le fasse sur vous. Et Sassou, c'est un lâche. Il est en train de potiquer ses enfants, petits-enfants à cette échelle. Parce que l'apartheid administratif, visa, responsabilité politique et autres dans le pays, humiliation, compagnie, tout ça qui pourra arriver. Il ne se rend pas compte. Ce n'est pas la mort qu'il porte, mais les nuisances sociales et aussi morales et autres qui pourront être mis en place dans une sélection à partir de tout ça, mais ça va dur, plus dur, et longtemps. Mais pour ces enfants qui demain seront là, ils vont pleurer. Pourquoi nous fait ça? Qu'est-ce que nous mochis? Qu'est-ce qu'on a eu? Mais non, c'est ça le passif. C'est des contentieux historiques. Et donc, ça peut continuer à faire ce qu'il veut. Il est éternel. Il nous reste combien d'années? Non? Les gens ont resté depuis 20 ans, 21 ans. Ils sont là. Ça c'est démonté. La haine est là. Ça, c'est démonté. Les gens transmettent ça au niveau des familles. Mais c'est l'après. C'est ça que nous devons rester toujours du côté du combat. C'est-à-dire, je dis que je positionne mon combat. Je ne vais plus attaquer Sassou Nguesso, mais simplement les éveiller les consciences seulement du clan et surtout le peuple pour qu'ils prennent les responsabilités. Parce que Sassou est rien sans nous. Vous l'aurez compris. Merci beaucoup.